Ouais, eh ben ça y est, on démarre. Merci à la technique. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur l'optimisation de la conversion et plus précisément sur l'A/B testing et la personnalisation. Alors, je vais commencer par présenter quelqu'un qui n'est pas là parce que, en gros, bon, Cabelléo, on est des spécialistes de l'A/B testing et de la perso et on aime bien présenter les choses sous deux angles. D'abord un angle qui est pédagogue, expliquer ce que c'est que ces pratiques, à quoi elles servent, et quelles sont éventuellement les dernières nouveautés auxquelles vous pouvez vous intéresser. Et puis il y a l'autre angle qui est l'angle pratique, et on aime bien illustrer un peu ce que l'on raconte par le témoignage d'un client. Sauf que on a eu la mauvaise idée de choisir un client qui est dans le sud de la France, Aix-en-Provence, et qui a pris peur des menaces, des différents blocages, etc. Donc je pense qu'il y a encore de l'essence à Aix-en-Provence. Par contre, il y a un peu moins de vols et de trains. Donc Michael, qui devait être avec nous aujourd'hui, n'est pas là, mais c'est pas grave parce que pour le coup, on connaît très très bien Allopneu. Donc cette conférence et cet atelier restera avec 100% des informations que vous auriez eues avec deux personnes. Le seul petit défaut, c'est que je vais être la seule à vous les délivrer. Donc voilà, je vous laisserai juge de la qualité de ce que j'aurais pu vous dire, donc grosso modo sur Allopneu. Alors, petit mot d'abord de Caméléon pour ceux qui ne connaissent pas. On n'est pas nouveau sur ce sujet, hein. On a toujours été dédié à l'optimisation de la conversion, aider nos clients à dépenser de moins en moins d'argent dans leur budget d'acquisition pour faire en sorte que les gens qui viennent et les visiteurs qui viennent sur leur site deviennent des clients. Donc optimisation de la conversion qui a démarré en 2012 et on a parlé A/B testing, on parle A/B testing non seulement sur le web mais également sur app mobile depuis 2014. On parle aussi personnalisation que certains confondent assez souvent avec l'A/B testing en disant ouais, grosso modo c'est à peu près la même chose. Je vous montrerai tout à l'heure que on ne parle pas des mêmes sujets et surtout la démarche grosso modo n'est pas la même. Et puis on a des velléités depuis déjà longtemps sur le prédictif qui deviennent aujourd'hui réalité et on va pouvoir voir à travers Allopneu justement toute cette maturité gagnée, démarrer avec l'A/B testing, allant vers la personnalisation et puis se prolongeant aujourd'hui avec le prédictif. Pour la petite histoire, on est présent pas seulement en France, mais également en Russie, en Allemagne et en Espagne. Donc on est présent, alors beaucoup d'entre vous sont des acteurs probablement de l'e-commerce, hein, donc l'A/B testing est utilisé par ces acteurs, mais on n'est pas seulement présent sur ce secteur, on est aussi présent dans le monde des médias. Donc de très nombreux acteurs, soit des médias stricto sensu, hein, donc de la presse écrite ou audiovisuelle sont clients de Caméléon, ou d'autres qui parfois peuvent être considérés un peu comme des médias de temps en temps. Des acteurs comme Page Jaune qui travaillent essentiellement sur l'engagement visiteur sont un peu vus comme tels. Mais on peut aussi mettre Page Jaune dans le secteur des services, dans lequel on a de nombreux clients. Et puis dernièrement, celui de la banque et de l'assurance, parce qu'eux aussi ont différents visiteurs et veulent améliorer, optimiser la conversion de leurs clients. Alors notre proposition de valeur, je rappelle toujours ça parce que l'A/B testing c'est une pratique qui n'est pas vieille comme le monde, mais enfin qui n'est pas nouvelle en soi. C'est qu'est-ce qu'on vient apporter, et c'est important de le comprendre parce que dans le cas d'Allopneu, ils auraient pu faire ce qu'ils font d'autres manières. Ce qu'on vient apporter, c'est de simplifier la vie des équipes marketing et faire en sorte qu'ils puissent s'affranchir des contraintes des équipes techniques. Alors, j'ai bien dit s'affranchir des contraintes des équipes techniques. Je n'ai pas dit s'affranchir de la technique, parce que ça reste quand même quelque chose qui est technique, mais simplement, on fait en sorte que nous, marketeurs, qui sommes aujourd'hui acculés avec un time to market de plus en plus pressant, c'est-à-dire la capacité, on est jugé sur notre capacité à prendre des décisions très rapidement, on doit pouvoir faire des modifications sur notre site web sans devoir attendre des équipes techniques qui, fort logiquement, sont prises dans des roadmaps et donc n'ont pas le temps de faire des modifications qui, par ailleurs, peuvent être des modifications qui ne sont pas pérennes, hein, puisqu'on va tester des choses. Donc notre métier, c'est de simplifier la vie des marketeurs. Alors comment on fait? Ce sera un petit point technique ici, hein. Donc vous avez votre site web, vous avez votre back-end, quel qu'il soit, le CMS que vous utilisez. Donc on est complètement agnostique par rapport à cela. Et on vient, nous, en surcouche,
par rapport à votre site web. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on travaille et qu'on fait des modifications sur votre site, on n'est pas en train de modifier le site lui-même. Le site lui-même, il reste ce qu'il est. On vient en calque par-dessus, donc on fait des modifications par-dessus. C'est-à-dire que la visualisation du visiteur change, mais votre site web reste ce qu'il est. Donc toute l'intelligence, elle repose donc sur le navigateur du client. Vous ne stockez absolument rien comme données. Et puis après, vous donnez l'apparence de votre site web que vous souhaitez à l'ensemble de vos visiteurs. Donc notre métier là-dessus, c'est véritablement de permettre de faire des choses extrêmement rapidement, qui dans d'autres circonstances va prendre beaucoup de temps. Alors, je parle à l'Opneu, à la place de Michael. Hein. Important de rentrer dans le business du client pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Hein. Donc, en l'occurrence, l'Opneu est un acteur qui est autonome sur ses pratiques d'A/B testing et de personnalisation pour l'essentiel. Il nous appelle de temps en temps pour l'aider. Et quand nous, en tout cas, on accompagne nos clients, la première chose que l'on fait, c'est de bien comprendre les enjeux marketing de nos clients, parce que si on ne les comprend pas bien, on ne va pas appliquer une bonne pratique. La première des pratiques, c'est déjà de bien comprendre le business. Bon. Allopneu, c'est 50% de part de marché de vente de pneumatiques sur Internet. Donc il y a beaucoup d'autres acteurs, mais c'est le leader incontesté sur le sujet, avec 240 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, et qui permet, visiblement, il y a beaucoup d'aficionados du pneu, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas avec une moyenne de clients qui sont quand même des plus gros utilisateurs que le client lambda, hein, grosso modo. Je vous le dis parce que je l'ai appris, je ne le savais pas. On change nos pneus en moyenne une fois tous les 3 ans. Sur Allopneu, c'est plutôt une fois tous les 15 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une omniprésence, ou en tout cas une surpondération des gros rouleurs chez Allopneu par rapport à d'autres acteurs. Pour faire un achat, ce n'est pas un achat forcément de plaisir. Donc on vient, on revient. Il y a quand même grosso modo 3 sessions en moyenne. Ça, ils le savent grâce à Caméléon parce qu'on suit aussi l'ensemble des données de leurs visiteurs. Donc c'est un achat qui est peu fréquent. Mais bon, on n'achète pas comme ça en un claquement de doigts et ce n'est pas un achat plaisir. Il y a un point essentiel, on reviendra tout à l'heure dessus, qui est le montage, hein, et qui me ramène d'ailleurs, qui nous amène tout de suite sur les drivers qui sont à l'achat et puis les freins. Bon, les drivers, il y a le prix. Hein. Sur Internet, c'est un élément qui est essentiel. Vous avez évidemment la complétude de l'offre, le fait d'être derrière donc, son ordinateur et de ne pas forcément être influencé par quelqu'un qui a envie de vous vendre telle gamme ou telle gamme. Mais par contre, il y a des freins. Et le frein, c'est évidemment de se mettre les mains dans le cambouis quelque part et de monter ses pneus soi-même. Donc la notion de montage de pneus est absolument essentielle et on le verra tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de tests qui ont été réalisés par Allopneu. Alors, parlons du contexte du démarrage donc, de l'A/B testing chez eux. Et avant de leur parler de chez eux, de parler d'Allopneu stricto sensu, moi je vais rappeler ce que c'est que l'A/B testing. Et ce sera d'autant plus intéressant tout à l'heure quand on mettra en résonance avec la personnalisation. L'A/B testing, c'est cette pratique qui consiste à commencer par ce qu'on veut changer sur un site. Hein, c'est-à-dire qu'on a une variante, on a son site, et puis on a des interrogations sur est-ce qu'une variante du site que j'ai ne serait pas plus pertinente. Donc on va créer une variante B, éventuellement une variante C, sur son site, et on va diffuser ces 2 variantes à l'ensemble de ses visiteurs de manière totalement aléatoire, pour regarder si une des variantes surperforme par rapport à l'autre, et si oui, et là dans le cas on voit que la variante bleue surperforme par rapport à la variante rouge, eh bien on va diffuser alors la variante gagnante sur l'ensemble de ses visiteurs. Donc quelque part, on va aller chercher le meilleur compromis sur l'ensemble de ses visiteurs. Alors j'ai marqué ici pour l'A/B testing que l'objectif c'était d'améliorer l'UX. C'est pas forcément toujours que pour améliorer son UX, hein, mais enfin nous on mène une enquête, ou en tout cas on fait mener une enquête chaque année par un cabinet de conseil sur les pratiques de l'A/B testing, et à 70 à 75%, l'A/B testing est choisi et utilisé pour des raisons ergonomiques, c'est-à-dire chercher le meilleur parcours client et faire en sorte qu'on ne laisse aucun grain de sable sur le parcours client, et on optimise au maximum l'ergonomie de son site pour s'assurer que le visiteur va arriver à ses fins et qu'il va évidemment convertir. 70-75%, le reste c'est généralement le test de nouvelles fonctionnalités. Donc ça c'est généralement la deuxième pratique de l'A/B testing. Alors
Qu'est-ce qui a conduit à l'OPNeu à démarrer l'A/B testing, hein? Bon, bah, d'abord, comme très souvent, un trafic qui plafonne. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est pas tout à fait vrai parce que bon, on suit quand même le trafic de nos clients. En 2013, il était à 1 million de visiteurs uniques mensuels. Aujourd'hui, il est plutôt à 1,5 million, même un peu plus. Mais enfin, grosso modo, une fois qu'il a atteint le pic, la notoriété, voilà, il a un trafic qui ne bouge plus, des coûts d'acquisition qui sont évidemment inflationnistes, donc il se soucie de sa conversion. Deuxième élément important, une concentration du travail sur le desktop. Alors on parle beaucoup du mobile, c'est un point qui n'est pas le sujet de cette conférence, mais on pourrait en reparler. Oui, le mobile est en forte croissance, hein, donc on a tous là en ce moment un smartphone entre les mains, et donc on est dessus, et les statistiques montrent qu'on passe aujourd'hui plus de temps sur Internet, sur mobile, que sur son desktop. La réalité, c'est que si vous regardez les achats, il n'y a toujours pas photo, hein, donc on aime bien être derrière son desktop pour faire l'essentiel des achats, surtout si ce ne sont pas des achats plaisir. Là, dans le cadre des pneus, en gros, 90% ou 95% des achats de pneus se font toujours, je dis 95, c'est en l'occurrence 98, se font toujours sur desktop, et donc il n'y a pas forcément énormément de travail qui est fait sur le mobile. Ils avaient une bonne formalisation des projets UX chez eux, mais avec cette difficulté d'arbitrage des problèmes IT. Donc on revient sur la promesse de l'A/B testing qui est de s'affranchir des contraintes des équipes IT. Et donc la raison pour laquelle ils se sont lancés, ils ont acquis une solution d'A/B testing, en l'occurrence Chameleon, c'est bien parce que chez eux, c'est pas leur équipe technique qui pouvait le faire. Et puis dernier point, qui n'est pas le moindre des points, ils ont un niveau de trafic suffisant pour faire du testing et avoir des résultats dans un délai qui est quand même relativement rapide. Donc à chaque fois, c'est à peu près moins de 2 semaines. Alors je parle d'1,5 million de visiteurs uniques. Il faut toujours penser que 1,5 million de visiteurs uniques, c'est le nombre de personnes qui viennent au moins sur la homepage. Quand vous êtes dans un tunnel de conversion, c'est évidemment beaucoup moins. Mais malgré le fait que c'est un trafic qui est beaucoup moins dans le tunnel de conversion, ils arrivent à faire des tests avec une véritable significativité statistique. Alors les premiers abords du testing, c'est chez eux très rapidement un premier test qui a eu un ROI immédiat. Alors le ROI chez eux, c'est le chiffre d'affaires, hein, donc chiffre d'affaires croissant. Donc ça a pris tout de suite, hein. Je vous invite d'ailleurs, je vous montrerai à la fin, on a beaucoup de ressources, de livres blancs, etc., puisqu'on produit beaucoup à Chameleon en termes de littérature. C'est toujours un point qui est important, hein, c'est de bien fixer ses hypothèses de départ et puis ses objectifs à l'arrivée. Donc, et une des choses qui prend avec le testing, c'est quand vous avez évidemment des résultats qui sont des résultats probants. À l'inverse, ils ont eu des résultats qui n'étaient pas du tout ce qu'ils imaginaient, mais au moins le testing, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire de faire en sorte que on ne valide pas des hypothèses qui paraissaient a priori évidentes. Ils se sont aperçus lors de les différents tests qu'ils avaient des écarts de conversion qui étaient très importants. On va y revenir tout à l'heure, selon les parcours clients et selon l'origine d'acquisition. Est-ce que la personne arrive directement sur la home page ou est-ce qu'elle arrive sur une page profonde en arrivant par un Google AdWords, etc. Ils se sont aperçus de ça et on verra qu'on a prolongé cette découverte avec notre solution. Et là, c'est un point qui a juste validé que le pneu n'était pas un pur consommable. Alors, je vous montre un exemple là de test AB. Alors, il y a beaucoup de promos sur Allopneu. Hein, donc, pour ceux qui achètent du pneu, allez-y. Hein, donc, il se pose pas mal de questions. C'est quoi la bonne promo, quoi, hein, grosso modo? À quel moment on doit la sortir? Sur quelle page? Et donc, ils ont fait des tests. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Des promotions pour la marque Bridgestone avec 3 variantes. Donc là, vous avez une variante classique qui n'est pas montrée ici, qui est avec un bandeau en hauteur, ce qu'on appelle un sticky header. Et puis ils ont voulu tester d'autres pratiques avec le bandeau sur les côtés ou la popine qui se lève. Et tout ça est offert sur le listing filtré Bridgestone. Donc les résultats, sur la première, un taux de conversion en baisse initiale, parce que quand on voit une promo, il compte non seulement est-ce que je vais vendre plus via la promo, mais qu'est-ce que j'ai en moins sans la promo. Hein. Donc ils font -9 et +0, donc à l'arrivée tout ça c'est négatif.
Et puis dans la deuxième, ils font moins 5 de taux de conversion, mais plus 10 donc, quand il y a la promo. Donc résultat, c'est bien la variante B, hein, puisqu'il y a la fonction de référence, la variante A et la variante B, c'est la variante B donc, qui démontre que ce test, qui démontre en tout cas que c'est l'option la plus intelligente pour ce type de promo. Donc beaucoup d'A/B testing sur type de promo. Alors, une fois que le testing, on a fait du testing, hein, on y prend goût, on voit qu'on a choisi les bonnes options sur le plan ergonomique, on veut aller plus loin. Et donc les objectifs dans l'optimisation de la conversion, ils sont multiples. Hein. On veut augmenter le panier moyen, on veut augmenter le taux de conversion de ses visiteurs. Ils avaient des objectifs aussi d'embasement. Hein. Embasement, c'est je veux prendre de plus en plus de mails, parce que dans cette activité, comme dans la vôtre sans doute, on s'aperçoit que plus on engrange de mails, finalement, plus derrière, on envoie des newsletters, plus on arrive à toucher les bonnes personnes et puis à les inciter à l'achat. Un autre objectif, c'est évidemment la diminution du taux de rebond à partir de la homepage. On veut favoriser le cross-selling et l'upselling, parce que quand on achète un pneu, on peut aussi acheter autre chose qu'un pneu. Vous verrez tout à l'heure, moi je ne suis pas un grand spécialiste du sujet, hein, mais il n'y a pas que du pneu à acheter. Ils veulent multiplier les recommandations clients, ils voulaient minimiser l'abandon panier, l'inscription newsletter, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis évidemment augmenter la fréquence d'achat. Alors quand on a tous ces objectifs, est-ce que c'est l'A/B testing qui répond à tout ça? L'A/B testing répond à une partie de ces objectifs, mais pas à tout. Hein. Et là, ils ont démarré à partir de 2015 dans une logique beaucoup plus de personnalisation. À tel point que si Michael était là, il vous dirait aujourd'hui que en fait, 80% des actions qu'il mène aujourd'hui ne sont pas des tests A/B, mais sont des personnalisations. Parce qu'en matière d'ergonomie, ils sont allés non pas au bout du bout, parce que c'est jamais terminé. Vous le savez que c'est terminé l'époque où on disait tiens, je fais une refonte de site, ça y est, maintenant je me repose, et puis on en reparlera dans 2-3 ans. Non, on est dans une logique d'amélioration continue permanente. Sauf que pour l'amélioration de la conversion, l'amélioration de l'ergonomie c'est bien, mais la personnalisation c'est aussi très bien, et parfois même c'est mieux si on en croit ce qu'ils pensent. Alors, je vais en venir, je viens maintenant, c'est un élément qui est essentiel. Hein. C'est quoi la personnalisation? L'A/B testing, tout à l'heure, je vous ai montré ce que c'était. Je disais qu'on commençait par le quoi. On commence par, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer sur mon site? Quand on fait de la personnalisation, la démarche, elle est inverse. On commence par le qui. Qui je souhaite cibler? Donc, on va travailler d'abord sur la collecte de données, l'analyse et l'identification de segments parmi l'ensemble de ses visiteurs. Donc le travail, il n'est plus sur l'ergonomie de son site d'abord, ou qu'est-ce qu'on va faire? Il est sur, tiens, je voudrais en apprendre plus sur mes visiteurs. Qui achète quoi? À quel moment? Quel type de pneus? Pourquoi? À quel moment de la journée? Etc. etc. Donc en fait, c'est un travail qui est un travail initial d'analyse de ces visiteurs. Et quand vous avez fait ça, et que vous avez découvert vos segments, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut découvrir les segments qui surperforment et ceux qui sous-performent, et notre métier, c'est ça aujourd'hui chez nos clients, c'est de leur permettre d'accélérer ce travail et de faire en sorte qu'ils arrivent à identifier ces segments-là. Et bien là, vous déterminez les actions que vous allez mener sur chacun de ces segments. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, mais il faut quand même la faire. Hein. Donc là, on est sur le quoi. Je vous ai pris des exemples, hein, qui sont des exemples purement théoriques. Si on a identifié que les utilisateurs qui sont dans une région lambda ou voire à l'étranger convertissent moins, on peut en tirer la conclusion peut-être que c'est les frais de livraison qui sont trop élevés. Donc si on veut les cibler, on va peut-être donner des frais de livraison gratuits. Ou si on a identifié que certaines caractéristiques clients font que on est moins performant, on a peut-être une promotion spécifique sur ces clients à donner et à faire. Et puis derrière, vous ne faites plus une optimisation de la conversion sur l'ensemble de vos visiteurs, vous la faites segment par segment. Et donc là, vous travaillez au segment. Bon, comme j'aime souvent le dire, le monde du web est quand même relativement rarement très différent du monde physique. Hein. Et en fait, on fait exactement sur le web ce qu'on fait dans le monde physique. Dans le monde physique, quand vous lancez votre boîte, vous diffusez à l'ensemble de votre base de prospects votre offre. Et puis, quand votre chiffre d'affaires augmente et que vous arrivez déjà à un bon niveau de maturité, vous allez rechercher les moyens de vendre plus. Et là, on commence à segmenter sa base et à se dire, tiens, on a tel client. Alors, selon les business, hein, il y a des business comme par exemple l'agroalimentaire, on divise entre les gros acheteurs, les moyens acheteurs ou les petits acheteurs.
Vous allez chez McDo, si vous y allez, on est tous classés entre heavy users, medium users et puis low users, quoi, en gros. Hein. Donc, il y en a, c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, d'autres une fois toutes les semaines. Dans d'autres secteurs, c'est les CSP+, les CSP-, etc., ceux qui ont tel revenu, etc. Bon, bref, on segmente. Et sur le web, immanquablement, ceux qui sont dans l'optimisation de la conversion, ils segmentent. Hein, et le métier de la personnalisation, l'essence même de la personnalisation, c'est de travailler sa segmentation. Je passe rapidement sur cette slide-là parce que ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui, c'était juste pour montrer qu'un des gros enjeux de la personnalisation aussi par rapport au testing, c'est que quand vous faites du testing, en général, vous menez un test l'un derrière l'autre. En général, hein, on peut mener plusieurs tests en parallèle, mais enfin, c'est quand même relativement rare sur un même site web. Tandis que quand vous faites de la personnalisation, vous êtes amené à avoir plusieurs personnalisations qui cohabitent, avec parfois, des fois, des contradictions qui peuvent se créer, parce que vous pouvez appartenir à 2 segments différents, puisque sur le web, des segments, on peut en créer, je vais en montrer tout à l'heure, de manière un peu indéfinie. Alors, maintenant, le mot personnalisation, il peut être compris sous différents termes, hein, donc il y a en fait différentes facettes. Je vais donner 3 étapes qui me paraissent être 3 étapes un peu de maturité sur le sujet. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Alors j'allais dire, c'est le marchepied vers la personnalisation. Tiens, je veux faire en sorte de pousser mes ventes. On est plus dans le monde de l'animation commerciale et on est plus dans la logique encore de allez, je pousse une pop-in, une pop-up, à quel moment, où. La première étape, c'est souvent quand on s'intéresse à la personnalisation, c'est ça. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Bridgestone. Déjà, on peut dire qu'on fait une perso quand on est en train de pousser une promo auprès de certaines personnes, un segment. Alors, exemple, je disais tout à l'heure, leur objectif, c'est de réduire le taux d'abandon panier. Ils ont fait le constat que les visiteurs qui visitaient la page montage de pneus étaient des plus gros contributeurs au chiffre d'affaires et avaient une propension à plus transformer. Donc naturellement, on peut se dire, il n'y a qu'à pousser la page montage de pneus, à tous les coups, et puis ça va marcher. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, en gros, ce qu'ils ont décidé, et là, il n'y a pas eu un travail de fou à faire en matière de segmentation, mais enfin quand même, c'est de dire, quand dans le tunnel de conversion, les personnes sont sur le site, et puis sont en train de traîner dans le tunnel de conversion et n'ont toujours pas converti, alors je vais lancer la pop-in de montage de pneus qui est dans un peu une logique de réassurance pour les pousser à l'achat. Donc le scénario d'optimisation, c'est celui-là, je pousse la pop-in, et puis évidemment, ça a des résultats qui sont des résultats assez spectaculaires. Hein. Donc je vous l'avais dit un peu à l'avance, ils le savaient, hein. Ils n'ont pas eu besoin d'une solution de personnalisation pour savoir que les gens qui regardaient la pop-in de montage de pneus, il y a des choses qui étaient un peu intuitives, convertissaient mieux. Mais en tout cas, ils ont démarré la personnalisation par ça, c'est regarder quelles sont les fonctions d'engagement qui vont améliorer la conversion. Deuxième axe de la personnalisation après l'engagement, et c'est là où est véritablement le travail de personnalisation, c'est tout ce qui est la segmentation avancée. Alors nous, on l'a séparé en trois critères que je vais expliquer un peu, hein, c'est-à-dire un segment builder, hein, c'est un constructeur de segments. En plus du constructeur de segments, on livre des segments qui sont prêts à l'emploi. Et alors, encore mieux que ça, on a une solution qui permet aussi de découvrir les segments qui performent ou qui sous-performent. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le segment builder, la première chose qui est à votre disposition, c'est la capacité de segmenter si vous avez déjà une bonne idée de votre segment en fonction de tous les critères qu'on sait capter. Hein. Donc je les rappelle, alors il y en a peut-être pour vous, certains d'entre vous, pour vous dans la salle, c'est une évidence, pour d'autres, vous avez peut-être écarquillé encore des grands yeux. Hein. Donc on sait identifier tout ce qui touche au comportement client. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui revient pour la 3e fois, depuis combien de temps il reste sur une page, etc., etc. Je disais tout à l'heure, dans le précédent cas, on a ciblé les visiteurs qui restent plus de 5 secondes sur une page. C'est parce qu'on arrive à le voir en temps réel, et encore une fois de manière très élégante, puisqu'on ne stocke rien du tout. On voit ça à partir des informations qui arrivent et qu'on stocke sur le browser du client. Donc, vous avez toutes les informations de type comportemental. Deuxième chose que vous avez, c'est toutes les informations de type contextuel. La météo,
je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Hein. Il fait quelle météo chez le client en ce moment? Ça peut avoir un impact sur le type de produit qu'il va choisir. Il y a un autre secteur qui est très friand de ça, c'est le prêt-à-porter. Le contexte de la visite, c'est aussi le moment de la visite. C'est au milieu de la nuit, c'est le soir, le week-end, ce qui laisse entendre que la personne est peut-être au travail ou pas au travail. Vous avez un troisième type de critère qui est essentiel, c'est d'où vient le client. Est-ce qu'il vient d'un Google AdWords ou en SEO ou en ayant tapé pneus Michelin pas cher ou en ayant tapé pneus hiver? Donc on sait aussi identifier ce genre de choses et on va même assez loin parce qu'on peut aussi identifier éventuellement si la personne est allée sur d'autres sites de ce domaine-là qu'est le domaine du pneu. Et puis, vous avez un quatrième type de critère qui est d'ordre technique. Est-ce que la personne elle vient d'une tablette, d'un mobile, de l'ordinateur, etc. Bon, toutes ces données sont des données qui viennent en standard et que vous pouvez utiliser à façon pour créer vos segments. Hein. Donc, je ne vais pas vous faire une démo ici, mais je veux les gens qui sont sur tablette le week-end et qui donc, sont dans ma page de conversion depuis 5 secondes. Deuxième chose à votre disposition, c'est les segments prêts à l'emploi. Il y a des segments assez standards qu'on voit assez souvent et que nous, on a bâti directement dans Chameleon qui vous permet de... alors, il faut juste les configurer, mais ils sont prêts. Les abandonnistes de panier. Voilà. Quelqu'un est venu sur mon panier, il a abandonné un panier. Voilà. Le segment, il est déjà prêt. Et on a même travaillé ce qu'on appelle les buyer personas. Hein. Donc, je ne vais pas multiplier les mots, mais c'est quoi un buyer persona par rapport à un segment? C'est en fait la même chose. Hein. C'est aussi un segment. Sauf que ça repose plus sur des comportements d'achat sur le web que sur on va dire, des critères traditionnels de segmentation qu'on a connus dans les années 80-90 pour ceux qui ont quelques rides sur le front. Parce qu'à l'époque, avant le monde du web, on ne faisait que des segments en fonction des informations socio-professionnelles qu'on pouvait avoir, l'âge de la personne, CSP+, etc. Aujourd'hui, il y a des comportements d'achat qui transcendent tous ces éléments de critères. Hein. Donc, un radin, il peut être autant... à Montreuil que dans le 16e arrondissement. Donc voilà, on a des comportements d'achat qu'on a prédéfinis et que vous avez dans les segments. Donc là encore une fois, il faut les configurer quand même parce que quand par exemple nous on a mis les occasionnels, les acheteurs occasionnels ou les acheteurs réguliers, on a dans nos clients Allo Pneus. Un acheteur occasionnel, c'est quelqu'un qui revient une fois tous les 3 ans. Un acheteur régulier, c'est quelqu'un qui vient tous les 15 mois. On a aussi Auchan Drive comme client. Un acheteur occasionnel chez Auchan Drive, c'est quelqu'un qui vient moins d'une fois par semaine. Parce qu'évidemment, ces courses, on les fait généralement régulièrement. Donc à vous de les configurer, mais vous avez des segments prêts à l'emploi. Et puis, le dernier élément qui est essentiel, c'est la découverte de segments. Donc on permet à nos clients, alors là c'est la machine qui tourne pour le client, hein. On fait gagner du temps au travail du web analyste. Hein. Le métier du web analyste, c'est de chercher les segments qui performent ou qui sous-performent et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Donc nous, plutôt que de laisser le web analyste livrer à lui-même, notre solution lui permet de remonter les segments à travers une combinaison de 2 critères et en lui montrant qu'il a des segments qui fonctionnent et des segments qui fonctionnent moins. Donc ça lui fait gagner énormément de temps. Donc vous avez toujours le web analyste derrière son ordinateur. Mais plutôt que ce soit lui qui cherche, c'est la solution qui va trouver pour lui et va lui dire là, tel segment, vous avez peut-être intérêt à vous y intéresser. Et voilà la taille du segment pour vous. Alors quelques exemples. Une offre de bienvenue. Alors ça, c'est, j'imagine comme vous, si vous êtes dans le monde du e-commerce, les offres, oui, vous avez remarqué que ça boostait le chiffre d'affaires. Ce que vous avez aussi remarqué, c'est que ça cannibalisait la marge, pardon, et de temps en temps la marque d'ailleurs. Donc votre objectif, c'est, oui, la pousser, mais quand ça vaut le coup, et à ceux pour lesquels donc il y a un intérêt. Donc ce qu'on a fait là, c'est de savoir est-ce qu'une offre de bienvenue augmente le chiffre d'affaires de manière intelligente sans dégrader la marge. Et plutôt que de la pousser à tout le monde, ce que faisait Allo Pneus historiquement, notre solution a découvert un segment et notamment le fait que ceux qui arrivaient sur les pages profondes du site directement via une recherche générique mais hors marque, donc c'est-à-dire je cherche des pneus hiver, mais pas je cherche des pneus hiver Michelin, etc. Donc ça va loin en découverte de segments, hein, mais que ce segment-là sous-performait de manière très forte par rapport à d'autres. Donc l'offre de bienvenue a été poussée que sur ce segment-là, et là on a des résultats qui sont des résultats très... une fois probant, probant, je veux dire, et puis 2, vous avez tous les chiffres, hein, donc je les ai mis là, parce que c'est pas le tout de dire que quand on fait une offre, on augmente le chiffre d'affaires.
peut dire que nous aussi, si on fait moins 15% sur les solutions Caméléon, je suis sûr qu'on vend plus que quand ça reste donc au prix. C'est de regarder combien ça a rapporté en chiffre d'affaires et combien ça a coûté. Donc chiffre d'affaires supplémentaire 150 000 euros, coût du coupon 27 000 euros, résultat 14,3% de chiffre d'affaires incrémental hein, et de marge incrémentale. Donc du coût d'acquisition déduit. Donc vous voyez que quand on fait les choses de manière intelligente, on a des résultats qui sont des résultats qui sont probants. Donc il y a encore une fois, vous ne faites pas de personnalisation, vous poussez votre popine, oui, vous allez la pousser, oui, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, mais à quel prix et avec quelle marge? Vous travaillez vos segments et vous arrivez à cibler de manière intelligente donc votre offre de bienvenue. Autre exemple, les pneus hiver. Alors là, ce qu'a découvert la solution, c'est que ceux qui habitaient dans des régions qui étaient des régions potentiellement plus froides ou à météo moins clémente que d'autres, n'achetaient pas plus de pneus d'hiver que ceux qui n'avaient pas ce problème. Donc en fait, ce que la solution a découvert, c'est qu'il y avait peut-être un travail à faire justement sur des régions, donc en fonction des pneus hiver. Et donc ce qu'a décidé Allopneus, donc en fait, encore une fois, je reviens sur ma logique de tout à l'heure, le gros travail et 90% du boulot, c'est le qui. C'est à qui je vais cibler cela. Une fois que le qui a été déterminé, il suffit de travailler après le quoi. Et le quoi, quand vous avez un client qui travaille son marketing depuis longue date, c'est assez facile pour lui de déterminer le quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais pousser 2 popines, enfin un sticky header en tout cas, donc dans ces régions-là, qui poussent donc les pneus hiver, donc dans les régions dans lesquelles il fait moins de 7 degrés. Alors, bon, moi, ils m'ont dit 7 degrés. Hein. Encore une fois, je répète ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de travertir le sujet. J'étais un petit peu étonné parce que 7 degrés, il y a quand même beaucoup de régions qui ont moins de 7 degrés quand même une fois dans l'année. Enfin, on imagine qu'il y en a qui ont aussi un peu de neige. Et puis, pour aller encore plus loin, ils ont rajouté, alors je parlais tout à l'heure de upselling, là aussi, un bon moyen de faire du upselling, donc là, moi, je lis des chaussettes de neige pour les pneus et puis également évidemment des chaînes de neige. Alors les chaînes je connaissais, les chaussettes je connaissais moins, mais bon voilà, donc ils poussent aussi en plus par rapport à ces gammes de pneus des produits supplémentaires. Voilà, résultat, pas ultra spectaculaire par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure on a un résultat alors méga spectaculaire, là ils débouchaient le champagne, là ils ont juste débouché le mousseux, mais bon 3% de taux de conversion. Vous le savez de toute façon, je vous avertis tout de suite, on a de nombreux cas dans nos livres blancs et nos bouquins. Il ne faut jamais se laisser impressionner par le plus 3, plus 50, etc. Parce que ça dépend de tellement de facteurs que c'est à vous de décider si un plus 3 pour vous est spectaculaire ou pas spectaculaire. Nous, on a des clients qui ont tellement de visiteurs que quand ils gagnent 1/10 de point de conversion, ils sont très heureux. Et puis, il y en a d'autres, ça nous est arrivé d'avoir du plus 70, plus 80. Oui, mais 70, 80, quand vous partez de quelque chose qui est particulièrement mal designé et pensé, j'allais dire, c'est pas très difficile. Donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est de regarder la démarche et ce que ça a pu éventuellement rapporter. Donc je reviens sur mes facettes de personnalisation. On avait commencé par le quoi, on a commencé par le qui, et puis il y a une dernière étape qui est aussi le qui, mais alors qui est encore plus élaboré, qui est le sujet du prédictif. Alors j'ai bien dit tout à l'heure, on a une solution qui permet d'identifier des segments en fonction de 2 critères. C'est pas du prédictif ça, c'est quand même du calcul derrière, mais la solution ne prédit pas. La solution, elle remonte des données en disant attention, vous êtes tel segment qui ne performe pas bien, etc. Là, on va aller un cran plus loin et je vais vous dire pourquoi il y a un intérêt éventuellement à faire du prédictif. Parce qu'il ne faut pas. C'est un mot que l'on voit apparaître subrepticement de plus en plus. Et nous, on ne va pas recommander le prédictif dans toutes les circonstances, mais il y a des circonstances dans lesquelles ça fait beaucoup de sens. Alors, c'est quoi ces circonstances? C'est les circonstances quand il n'y a tout simplement aucun moyen de déterminer les attributs d'un segment. Tout à l'heure, je disais, on sait découvrir des segments. Quand on découvre que ceux qui sont dans des régions dans lesquelles la météo est inférieure à 7 degrés n'achètent pas plus de pneus hiver, on a juste concaténé des données. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans la solution, il y en a une grosse, mais on s'est bien appuyé sur des attributs qui existaient. Par contre, des fois, on cherche un segment,
mais il n'y a pas d'attribut. Et typiquement, c'est le segment des visiteurs indécis. C'est quoi un visiteur indécis? Bah écoutez, il n'y a pas de définition de ce qu'est un visiteur indécis quand il arrive sur un site. On ne sait pas. Donc quelqu'un peut attendre 10 secondes, c'est pas pour autant que c'est un visiteur indécis. Il est peut-être en train de faire autre chose à côté, etc. Donc il faut essayer de le trouver. Et là, c'est là où l'algorithme peut être plus intelligent que nous-mêmes, parce qu'il va réussir à croiser des tas de données et à pouvoir trouver des corrélations entre évidemment des milliers de comportements pour arriver à trouver un segment que nous, on n'est pas capable de trouver. Alors exemple, et ce qu'on a réalisé donc avec Allopneu, hein, mais je vous montre d'abord l'exemple classique. Hein. Vous prenez votre audience, admettons que vous ayez donc une centaine de visiteurs. Dans vos 100 visiteurs, vous avez 10% d'acteurs qui sont sûrs d'acheter. Voilà, c'est les 10%, vous ne le savez pas. Mais nous, notre algorithme va éventuellement le détecter. Donc il va détecter qu'il y en a 10%, ils arrivent dans un comportement tel qu'ils sont sûrs d'acheter. Et puis il y en a 70%, ils ont un comportement tel qu'on sait que de toute façon, quoi qu'ils fassent, quoi qu'on fasse, ils n'achèteront pas. Et puis au milieu, vous avez vos 20%. Et donc, je vais revenir sur l'offre de bienvenue de tout à l'heure. Vous avez envie de pousser cette offre de bienvenue sur les indécis. Comment on fait pour choisir ces visiteurs indécis? Donc il n'y a aucun moyen à partir des attributs du visiteur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'algorithme tourner. Hein. Donc la manière dont on le fait, c'est qu'on le laisse tourner quand même un certain nombre de jours qui se transforment en semaines, hein, parce qu'il faut qu'il apprenne. Et on va lui envoyer de l'intelligence d'ailleurs, on va lui dire, tiens, tel acteur, voilà, c'est un acteur qui n'achète jamais, celui-là, il achète, et puis après les algorithmes, ils tournent. Et l'objectif de l'algorithme, ça va être de pousser la popine sur que les visiteurs indécis. Alors, dans un monde parfait, l'algorithme aurait trouvé les 20 clients, puisqu'on est en train de chercher les 20% de ces visiteurs, il aurait trouvé les 20 clients si l'algorithme était parfait et que nos ingénieurs étaient tellement intelligents qu'ils ne se trompaient jamais. Mais voilà, l'algorithme, il n'est pas forcément parfait. Par contre, l'être humain, lui, au mieux, on va tous décider ensemble, on va dire ouais, ok, on n'a qu'à le faire de manière aléatoire. Si on le fait de manière aléatoire, c'est comme si on faisait un test AB. Hop, on va lancer donc la popine, mais on va la lancer autant sur ceux qui sont sûrs d'acheter, ceux qui sont sûrs de ne pas acheter, et puis on va tomber 4 fois sur les 20, on va tomber, on va avoir bon, parce qu'on l'aura fait de manière complètement aléatoire. Et donc l'algorithme, lui, il va surperformer ce qu'on fait, il va être moins bon que le modèle théorique, mais il va quand même le surperformer, et c'est l'objet de l'algorithme. Alors là, j'ai marqué 14 clients ciblés. Hein. C'est théorique, encore une fois, hein, mais l'objectif, c'est bien de montrer à nos clients qu'on est capable d'augmenter leur chiffre d'affaires en étant meilleur qu'un test AB ou en le faisant de manière aléatoire. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec Allopneu. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc, je disais tout à l'heure que eux visent essentiellement les gros acheteurs. Ils sont friands des gros acheteurs de pneus parce qu'évidemment, comme dans tout business, ce sont les gros acheteurs qui sont très générateurs de marge et ils veulent donc grosso modo les faire revenir. Hein. Donc augmenter les ventes sur le segment gros rouleurs. La contrainte, c'est qu'ils sont incapables d'identifier quand quelqu'un arrive sur un site qui est un gros rouleur. Incapable. Ils ne le savent pas. Sauf si il est dans la base CRM. Donc la base CRM nous a beaucoup servi parce que c'est à partir du comportement des gens qu'on identifiait comme étant dans leur base CRM qu'on a pu identifier quel était le comportement moyen. Enfin, je devrais dire que l'algorithme a identifié ce qu'était le comportement moyen d'un visiteur gros rouleur. Et donc c'est à partir de toutes ces données qu'il y a eu l'apprentissage. Donc l'algorithme a tourné pendant 3 semaines tout seul sans ne jamais décider d'action. Concrètement, je ne vais pas vous montrer derrière les tableaux de chiffres qui sortent, mais c'est comme le diagramme que je vous ai montré précédemment. Hein. Donc l'algorithme montre la probabilité de conversion de l'ensemble des visiteurs et on a ciblé ceux qui faisaient partie donc des 20% d'ADCI pour pousser donc simplement cette incentive, donc un bon de réduction, pop-in de participation, etc. Et donc on a obtenu 5,7% d'augmentation de conversion. Donc 5,7%. C'est quand même pas mal, c'est même super pour quelque chose que vous êtes incapable de faire donc manuellement ou j'allais dire intellectuellement. Donc là encore, vous voyez en termes de personnalisation ou en termes finalement la personnalisation n'étant qu'un moyen d'optimisation de la conversion et de ce que vous pouvez faire, il y a un champ de possibles qui est aujourd'hui très très large.
Je vous montre un autre cas qui est en l'occurrence chez Price Minister, qu'on a réalisé. Alors, on était dans un cas un peu particulier, toujours sur le prédictif. Hein, donc, ça, c'est le bonus de la présentation en dehors d'Allopneu. Eux sont dans un cas un peu singulier puisqu'ils ont des vendeurs et des acheteurs. Donc, quand vous arrivez sur le site, personne ne sait si vous êtes un acheteur ou un vendeur. Et pour eux, c'est important de savoir, ou ce serait bien de le savoir, parce qu'ils veulent recruter de plus en plus de vendeurs, puisque sans vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs. Donc en gros, leur question était, j'ai envie de pousser une popine de jeu concours. Le problème, c'est que si je la pousse à quelqu'un qui vient simplement dans une logique d'acheteur, je cannibalise son parcours d'achat et je vais réduire très fortement le nombre d'acheteurs potentiels de ma plateforme. Donc je ne veux pas que cette popine soit poussée à mes acheteurs, je veux que ce soit poussé qu'aux vendeurs. Même logique, on fait tourner l'algorithme qui apprend sur les comportements, qui identifie ceux qui ont une forte probabilité d'être des vendeurs et ceux qui ne le sont pas. Et à l'arrivée, le prédictif surperforme de 6,24%, tout en dégradant, mais légèrement, le nombre de transactions sur les acheteurs. Parce qu'encore une fois, l'algorithme se trompe. Hein. Donc le prédictif, ce n'est pas du 100% sûr. C'est comme la météo, hein, de temps en temps, il se plante. C'est comme DeepMind de Google. Ils n'ont pas gagné toutes les parties de Go. Il en a aussi perdu. Et si on en jouait 20, il en perdrait encore. Donc ça ne gagne pas à tous les coups, le prédictif. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne déjà des résultats qui sont probants. Vous avez compris que la raison pour laquelle on a des résultats, hein, 6,24 ici et 5,7 ici, c'est qu'on fait un test, on fait du prédictif qui est A/B testé. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde par rapport à un échantillon qui est un échantillon qui, lui, n'est pas soumis à l'algorithme prédictif. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Hein. Les trois facettes de la personnalisation, hein, c'est cela. Hein, c'est vous démarrez par le quoi, et ça c'est normal. On démarre par le quoi, on le voit bien chez tous nos clients. On se soucie d'abord de dire tiens, moi je vais pousser ma popine, ma bienvenue, etc. On pense d'abord action. Mais la deuxième étape, celle qui est véritablement vous lance véritablement dans cette pratique, c'est le qui. C'est à qui je cible, pourquoi je le fais, parce que c'est ça qui va véritablement vous donner des gains de conversion conséquents. Écoutez, je vous remercie. Moi, j'en ai terminé. Je suis peut-être allé. Non, c'est à peu près. Je dois être à peu près dans les clous parce que c'est les 3/4 d'heure de temps. Mais je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Et en attendant la première question, parce qu'il y en aura une, je vous invite d'une part à aller sur notre site parce que vous pouvez télécharger beaucoup de ressources pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Alors il y a un tout dernier livre blanc qu'on a sorti qui est sur l'A/B testing pour le coup, hein, donc qui s'appelle 8 Mistakes in A/B testing and how to avoid them, les 8 erreurs de l'A/B testing et comment les éviter. Donc c'est un très beau livre blanc qui a été écrit par l'un de nos consultants sur le sujet. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à le regarder parce que si vous avez des doutes notamment sur les résultats de vos tests A/B, n'hésitez pas. Télécharger le livre blanc. On vous apprend beaucoup de choses sur le sujet. Moi, j'en apprends toujours. On a d'autres études sur le sujet. Notre prochaine conférence sera le 14 juin avec le témoignage d'Auchan. Alors Auchan est à Lille, donc j'espère qu'il n'y aura pas de grève de train ce 14 juin, pour avoir donc la présence d'Hakim Demora qui est directeur du e-commerce. Lui viendra parler personnalisation essentiellement aussi. Je crois que c'est plus ou moins booké, sold out, mais on fera de la place quand même parce qu'il y a déjà 140 personnes qui sont inscrites. N'hésitez pas à venir parce que ce sera aussi une bonne opportunité. Et le 14 juin, nous aurons aussi un nouveau e-book prêt sur la personnalisation, sur justement la démarche, le fameux qui, le quoi, comment faire. Voilà, tous ces process pour vous amener en position de succès sur l'A/B testing et la perso. Une question. 2 questions. Non. C'était très clair, c'était pas clair. C'est compliqué, il faut oser de poser des questions. Oui, monsieur. Non, c'est bon. Vous n'avez pas de points? Écoutez, on a un petit stand à côté, puis vous n'hésitez pas à l'issue de cette conférence, me poser des questions si vous en avez, surtout. Merci.